Cette vidéo va vous présenter un cours important de votre programme de biologie, celui de l'appareil circulatoire. Passons donc au sommaire qui est cette fois-ci relativement long. En première partie, nous allons parler du cœur. En deuxième partie, nous allons parler des vaisseaux sanguins. Dans un troisième temps, nous allons évoquer la notion de circulation systémique et pulmonaire. Dans un quatrième temps, nous allons vous parler du fonctionnement du cœur humain. Dans une cinquième partie, nous allons parler des différents rôles du sang. Dans une sixième partie, nous allons parler de la composition du sang. Dans une septième partie, nous allons parler des groupes sanguins. Et enfin, en dernière partie, nous allons parler de la lymphe. Commençons donc par le cœur. Le cœur humain est composé de 3 tuniques, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite. La première tunique est l'endocarde, qui est une mince membrane qui tapisse la face interne des 4 cavités cardiaques. La deuxième tunique est le myocarde, qui est le tissu musculaire du cœur et dont l'épaisseur dépend de la fonction des cavités. Enfin, la troisième tunique est le péricarde, qui est une enveloppe séreuse externe du cœur constituée de 2 feuillets, l'un viscéral, qui est adhérent au myocarde, et l'autre pariétal, qu'on appelle aussi l'épicarde. Une remarque concernant le cœur, c'est le seul muscle strié qui n'est pas soumis à la volonté, et qui est donc autonome. Le cœur est constitué de 4 cavités cardiaques, 2 oreillettes, une à gauche, une à droite, et 2 ventricules, une à gauche, une à droite. L'oreillette droite va forcément communiquer avec le ventricule droit, comme vous pouvez le voir sur le schéma, et même chose pour l'oreillette et le ventricule gauche. Une cloison va séparer le cœur droit et le cœur gauche. Cette cloison, il faut retenir son nom, c'est ce qu'on appelle le septum interventriculaire. C'est une cloison musculaire et qui est constituée de tissu conjonctif. Outre les cavités cardiaques, le cœur est aussi constitué de valves cardiaques. Au nombre de 4, elles permettent de contrôler le sens de circulation du sang. D'un côté, les valves auriculo-ventriculaires sont situées entre les oreillettes et les ventricules. D'un autre côté, les valves sigmoïdes sont situées au départ des artères. Parlons désormais des vaisseaux sanguins dans cette deuxième partie. 3 principes sont à retenir concernant les vaisseaux sanguins. 1. Chaque organe du corps humain est irrigué par des vaisseaux, par une artère et une veine. Pour chaque organe, l'artère qui apporte le sang se ramifie en artériole, qui elle-même se ramifie en capillaire. 3. Les capillaires se rejoignent pour former des vénules, qui elles-mêmes se rejoignent pour former la veine qui ramène le sang vers le cœur. Comment fonctionne la circulation systémique et pulmonaire? C'est ce que nous allons voir dans cette partie. Le corps est constitué d'une double circulation. La circulation pulmonaire, qu'on appelle aussi la petite circulation, et la circulation systémique, qu'on appelle aussi la grande circulation. Le rôle de la petite circulation est d'amener par l'artère pulmonaire le sang veineux, c'est-à-dire le sang qui est pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique, au contact des alvéoles pulmonaires, donc dans les poumons, pour les réoxygéner, puis ensuite de renvoyer le sang de nouveau oxygéné au cœur par ce qu'on appelle les veines pulmonaires. Le rôle de la circulation systémique est dans ce cas d'amener le sang oxygéné qui part du cœur à tous les organes du corps, puis de renvoyer ce sang veineux, donc toujours le sang pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique, au cœur. Il faut donc retenir ceci. Circulation pulmonaire amène le sang du cœur aux poumons. La circulation systémique amène le sang du cœur aux différents organes du corps. Une chose qui est absolument nécessaire de retenir, c'est que la circulation du sang s'effectue dans le sens suivant. Les artères partent du cœur, tandis que les veines arrivent au cœur. Qu'appelle-t-on la vasomotricité? C'est la propriété des vaisseaux sanguins de changer de diamètre grâce aux cellules musculaires composant leurs parois. Ainsi, la vasomotricité va permettre la vasoconstriction, c'est-à-dire la diminution du diamètre des vaisseaux, et donc du flux sanguin, ou alors elle va permettre la vasodilatation, l'augmentation du diamètre des vaisseaux, et donc aussi du flux sanguin. La vasomotricité permet donc aux organes à activité de recevoir plus de sang que les organes au repos. Concernant la vasomotricité, il faut retenir 5 choses. La première, c'est qu'elle est mise en jeu par différents facteurs, des influences neurologiques ou encore des substances contenues dans le sang. Deuxième chose, c'est que la vasomotricité permet d'assurer de façon continue l'équilibre interne de l'organisme. Troisième chose, lorsqu'on régule la pression artérielle, la vasoconstriction permet de faire remonter une pression trop basse,
tandis que la vasodilatation atténue un excès de pression. Concernant la régulation du corps, la vasoconstriction des vaisseaux empêche les pertes de chaleur par la peau, alors que la vasodilatation les accroît. Enfin, dernier aspect, au cours d'un effort physique, il se produit une vasodilatation dans les muscles mis en action et une vasoconstriction dans les secteurs inutiles à l'effort. C'est donc toute cette régulation permise par la vasomotricité qui permet l'équilibre interne de l'organisme. Parlons désormais du fonctionnement du cœur. On distingue généralement 3 phases de contraction cardiaque. La première, la diastole, qui est la phase de repos du cœur. Deuxième phase, la systole auriculaire, qui est la phase de contraction des oreillettes. Enfin, troisième phase, la systole ventriculaire, qui est la phase de contraction des ventricules. Le schéma qui va vous être montré vous présente justement le fonctionnement du cœur et des contractions cardiaques. La première phase est celle du remplissage ventriculaire. Commençons par la fin de la diastole. Les oreillettes et les ventricules sont relâchés. Venant des veines caves et pulmonaires, le sang passe des oreillettes dans les ventricules. Vous pouvez voir ce flux grâce aux petites flèches en noir. Deuxième sous-partie, la systole auriculaire. Dans ce cas, les oreillettes se contractent et un petit volume de sang s'ajoute au contenu des ventricules. La deuxième grande partie est celle de la contraction des ventricules, autrement appelée systole ventriculaire. Dans un premier temps, les ventricules se contractent et compriment le sang qu'ils contiennent. De plus, les valvules auriculo-ventriculaires se ferment sous l'effet de l'augmentation de la pression sanguine. Sur le quatrième dessin, vous voyez que quand la pression dans les ventricules dépasse la pression dans les artères, les valvules sigmoïdes s'ouvrent. Le sang est alors envoyé sous pression dans les artères. La troisième et dernière partie est celle du début de la diastole. Les muscles ventriculaires se relâchent et les valvules sigmoïdes se ferment. Comment fonctionne le rythme cardiaque? On trouve ce qu'on appelle le tissu nodal, ou le système de conduction de l'excitation dans la paroi du cœur. Ce tissu, qui est un tissu musculaire, va rythmer les contractions du cœur. Il excite le muscle cardiaque, provoquant ainsi sa contraction, d'abord au niveau des oreillettes, systole auriculaire, comme vous l'avez vu auparavant, puis au niveau des ventricules, systole ventriculaire, comme vous l'avez vu aussi auparavant. Parlons désormais des différents rôles du sang. Vous devez absolument connaître les 5 rôles du sang. Le premier rôle est un rôle nutritif, puisque la digestion va permettre d'extraire des aliments les substances nutritives. Or, par la suite, ces substances nutritives sont apportées aux organes via le sang. Le deuxième rôle du sang est un rôle respiratoire. Tout d'abord, il va permettre de transporter l'oxygène, qui est récolté lorsque le sang traverse les poumons. Il va aussi permettre de transporter le dioxyde de carbone, qui est récupéré par le sang auprès des cellules. Par la suite, ce gaz va être évacué toujours par le sang lors de son passage dans les poumons. Troisième rôle, un rôle épuratoire, puisque le sang collecte les déchets produits par les cellules et ensuite les amène aux reins qui les éliminent via les urines. Quatrième et avant-dernier rôle, un rôle défensif, puisque le sang contient certaines cellules qui assurent la défense de l'organisme. Enfin, un rôle médiatique, puisque le sang permet la communication entre certains organes. De quoi est composé le sang? C'est ce dont nous allons parler dans cette 6e partie. Le sang est composé d'une partie liquide, qu'on appelle le plasma, et une partie solide, qui sont les cellules sanguines. Ces cellules sanguines sont de 3 types. Les premières sont les hématies, ou érythrocytes, ou encore globules rouges. Ces cellules sont dépourvues de noyaux et contiennent une grande quantité d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est cette protéine qui est responsable notamment de la couleur rouge du sang. Les hématies sont produites dans la moelle rouge de l'os et lorsqu'elles sont trop vieilles, sont détruites par la rate. Deuxième type de cellules, les leucocytes ou globules blancs. Ce sont ces cellules qui assurent la défense de l'organisme. Troisième type de cellules, les thrombocytes ou plaquettes sanguines. Ce sont aussi des cellules sans noyau, donc anucléées, et qui vont participer à la formation du caillot lors de la coagulation sanguine. C'est-à-dire que lorsqu'on a une blessure, afin d'arrêter l'hémorragie, le corps forme un caillot grâce aux plaquettes sanguines ou thrombocytes. Faisons une petite précision sur le plasma. Le plasma est donc un liquide qui est légèrement jaunâtre et composé d'eau à 90%. Les 10% restants sont composés des éléments suivants. Nul besoin de tout apprendre. Retenez juste que le plasma contient des nutriments, des enzymes, des hormones,
des anticorps, l'urée et l'acide urique, et un facteur de coagulation. Nous attaquons donc la 7e partie dédiée aux groupes sanguins. Quel est le principe? Le principe, c'est que la membrane des hématies est composée de protéines qu'on appelle des antigènes. Et c'est à partir de ces antigènes qu'on va définir les groupes sanguins. Les groupes sanguins sont assez multiples, mais on distingue deux principaux qu'il vous faudra apprendre par cœur, le système ABO et le système Rhesus. Comment fonctionne le système ABO? On dit qu'un individu de groupe A, lorsque ses hématies possèdent uniquement l'antigène A. Petit rappel, les hématies sont les globules rouges de l'organisme. De la même manière, un individu de groupe B, lorsque ses hématies possèdent uniquement l'antigène B. Toujours pareil, l'individu de groupe AB lorsque ses hématies possèdent l'antigène A et l'antigène B. Enfin, un individu est dit de groupe O lorsque ses hématies ne possèdent ni l'antigène A ni l'antigène B. Notons que chaque groupe sanguin possède aussi des anticorps particuliers, comme le montre ce schéma récapitulatif. Comment fonctionne le facteur Rhesus? On dit qu'un individu est Rhesus positif lorsque ses hématies possèdent l'antigène D. L'individu est Rhesus négatif lorsque ses hématies ne possèdent donc pas l'antigène B. À quoi cela sert de catégoriser les groupes sanguins? Cela sert notamment lors de la transfusion sanguine, puisque, afin d'éviter un accident de transfusion, il faut que les groupes sanguins du donneur et du receveur soient compatibles. On dit qu'il y a un accident de transfusion lorsque les anticorps du receveur réagissent aux antigènes du donneur, provoquant l'agglutination des hématies du donneur. Ainsi, un individu de groupe A peut recevoir du sang du groupe A ou O. Un individu du groupe B peut recevoir du sang de groupe B ou O. Un individu de groupe AB peut recevoir du sang de groupe AB, A, B ou O. Enfin, un individu O ne peut recevoir que du sang de groupe O. On dit d'une manière générale que l'individu de groupe O est donneur et receveur universel. Pour le système Rhesus, un individu de Rhesus positif peut recevoir du sang de Rhesus positif ou négatif. A l'inverse, un individu de Rhesus négatif peut recevoir du sang de Rhesus négatif. Lors d'une transfusion sanguine unique, on va prendre en compte que les systèmes ABO et le système Rhesus. Notez juste que lorsque les transfusions sont répétées, d'autres systèmes peuvent être pris en compte, comme le système Kell, Duffy, Kidd ou Lewis. Dernière partie de notre cours dédiée à la lymphe. Qu'est-ce que la lymphe? C'est un liquide incolore qui est issu du sang et qui circule dans les vaisseaux lymphatiques, lesquels parcourent tout le corps humain. Ainsi, lorsque le sang circule dans les organes, une partie du liquide quitte les vaisseaux afin de circuler dans les interstices séparant les cellules de l'organe. Le filtrage intervient au niveau des capillaires et est appelé lymphe interstitielle. De quoi est composée la lymphe? De globules blancs, donc des leucocytes, mais pas de globules rouges ou de plaquettes sanguines. Comment fonctionne la circulation lymphatique? En réalité, parallèlement à la circulation sanguine et le fait des organes vers le cœur. Première étape, la lymphe se forme dans les organes à partir du sang. Deuxième étape, elle quitte les vaisseaux sanguins à travers les interstices séparant cellules et organes. Troisième étape, elle rejoint les vaisseaux lymphatiques. Quatrième étape, elle traverse les ganglions lymphatiques. Et enfin, cinquième étape, elle retourne dans le sang au niveau du système veineux-thoracique. Commençons cette diapositive en vous définissant ce que sont les vaisseaux lymphatiques. Ce sont en réalité, et tout simplement, tous les vaisseaux qui acheminent la lymphe depuis les organes jusqu'au cœur. De la même manière, les ganglions lymphatiques sont disposés le long des vaisseaux lymphatiques, particulièrement au niveau du cou et des aisselles. Ce qu'il faut noter, c'est que contrairement au sang, aucune pompe ne vient actionner la circulation lymphatique. Ce sont les contractions des muscles squelettiques qui facilitent la circulation et compriment et décompriment les vaisseaux lymphatiques. Mais quel est le rôle de la lymphe? Il est double. Tout d'abord, le drainage, puisque la lymphe apporte des nutriments aux cellules et récolte leurs déchets. Elle est donc l'intermédiaire entre le sang et les cellules. Deuxième rôle, très important, la surveillance immunitaire, puisque avant de rejoindre la circulation sanguine, la lymphe traverse les ganglions lymphatiques qui sont eux-mêmes remplis de leucocytes, les globules blancs, et ce sont ces globules blancs qui assurent la surveillance immunitaire de l'organisme.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le système circulatoire. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement depuis le chat sur notre plateforme. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et sur Twitter, puisque nous y postons régulièrement des conseils de révision, des vidéos gratuites et des promotions. À bientôt sur Prep Academy.